Donc, en ce qui concerne le traitement de la peau au niveau de la main, on va s'appliquer à traiter les cicatrices dorsales ainsi que les œdèmes. Toute restriction de la mobilité cutanée sur le dos de la main va engendrer une limitation de la flexion des doigts. Au niveau palmaire et dans la rééducation en règle générale, on tiendra compte de la sensibilité et en particulier par les contacts palmaires, effectuer une véritable rééducation sensorimotrice. Alors, en ce qui concerne la mobilité, cette mobilité très importante est permise grâce à un système de chaînes osseuses et un cadre osseux polysegmentaire qu'on va retrouver au niveau de la main. On compte 23 degrés de liberté pour la main seule. Le cadre osseux va nous permettre effectivement, par ces tiges articulées, d'avoir une extrémité qui va s'adapter aux objets de façon multiple. Au niveau du poignet, sur la partie latérale, sur cette coupe de Zancoli, on peut voir à la partie latérale effectivement cette partie qui est plutôt osseuse et la partie médiale, la partie ulnaire, qui est plutôt fibreuse, ce qui va orienter la stabilité sur le versant latéral et la mobilité sur le versant ulnaire. Le poignet est un complexe articulaire qui va réunir différentes articulations, l'articulation radio-ulnaire distale, l'articulation radiocarpienne, médiocarpienne et les articulations carpométacarpiennes, ce qui permettra d'avoir une cinématique en 3 dimensions répartissant la mobilité sur l'ensemble de ces articulations. La transmission des pressions au niveau du poignet se fait à 80% par le radius et à 20% par l'ulna. La main bénéficie d'arches concaves vers l'avant, et ces arches sont d'une grande importance fonctionnelle. Tubiana les a bien décrits et parlait d'harmonie architecturale et fonctionnelle. La main humaine peut s'aplatir contrairement à celle des grands primates. L'axe anatomique de la main passe par le 3e métacarpien qui est relativement fixe. Cet axe anatomique est déterminé dans les espèces par la longueur du rayon dominant et la double insertion des interosseux dorsaux. Autour de cet axe va se développer la mobilité des rayons périphériques. Les doigts sont mobilisés par un système musculaire complexe, donc muscles en provenance de l'avant-bras et des muscles intrinsèques dont l'insertion et la terminaison se situent au niveau de la main. Alors Kapandji a bien décrit les différents types de flexion des doigts. La flexion en griffe avec une prédominance du système extrinsèque, la flexion en volée avec une prédominance du système intrinsèque, et enfin la flexion harmonieuse avec un équilibre des systèmes intrinsèques et extrinsèques. Alors, à noter cet excellent article de Guy Orsay qui a mesuré les torsions pour chaque phalange et montre que chaque doigt a un axe de flexion qui lui est propre. Les doigts sont convergents en flexion vers le tubercule du scaphoïde et chaque doigt donc a un axe de flexion qui lui est propre. Alors, les principes de la rééducation articulaire, principalement la stabilité au niveau du poignet. Il faut un poignet stable pour assurer des prises efficaces. C'est le dernier maillon avant la prise, donc la stabilité sera prédominante, à l'exception de la pronosupination qui devrait être le plus libre possible. Au niveau des articulations digitales, on va suivre la philosophie du professeur Moutet de Grenoble qui nous rappelle une hantise, la raideur, une obsession, la mobilisation, et un moyen, la mobilisation active, alors le plus précocement possible dans la mesure où nous avons des structures suffisamment solides. Alors, cette extrême mobilité au niveau de la main ne peut s'exprimer sans élément de stabilité. Donc, le squelette fibreux va permettre de donner de la cohésion à l'ensemble anatomique, et on va pouvoir décrire ces différentes structures fibreuses.
Alors, les fascias de l'avant-bras à la main peuvent être décrits. Au niveau de l'avant-bras, c'est l'aponévrose superficielle, l'aponévrose antibrachiale, et puis la membrane interosseuse, les deux structures les plus solides de l'avant-bras. Au niveau du poignet, on va pouvoir décrire le système rétinaculaire, rétinaculum palmaire et dorsal. Au niveau de la paume, ce sera l'aponévrose palmaire superficielle avec ses expansions vers la profondeur et vers le distal. Et enfin, au niveau des doigts, on va retrouver également une organisation avec des fascias digitaux. Alors, l'aponévrose antibrachiale, c'est le fascia superficiel qui assure la continuité entre le bras et la main. Donc, cette structure constituée de fibres circulaires va engainer des muscles superficiels et des nerfs. Issu de ce fascia superficiel à la partie dorsale, on va avoir des formations sagittales qui vont déterminer les différentes loges de la face dorsale de l'avant-bras. Donc, on peut voir ici, donc ces loges qu'on va pouvoir, et les sillons qu'on va pouvoir reconnaître à la palpation, alors sont particulièrement denses à la partie proximale qui servent également d'insertion aux fibres musculaires et beaucoup plus libres à la partie distale où le glissement des tendons est nécessaire. Donc on voit cette belle adaptation anatomique par rapport à la nécessité. Au niveau du poignet, le système facial est circulaire par les rétinaculums. Au niveau palmaire, on va avoir un canal fermé par le rétinaculum des fléchisseurs qui va contenir tous les tendons, y compris avec le nerf médian. Et puis, à la partie dorsale, on aura un système d'aiguillage de tendons avec des coulisses différenciées. Pour les différents tendons, on décrit 6 coulisses fermées par le rétinaculum des extenseurs. Alors, ces sangles rétinaculaires sont décrits par Dumontier comme un système dynamique de contrôle mis en tension par les éléments actifs, en particulier les muscles du poignet, qui vont tendre ces structures inextensibles, ces ligaments rétinaculaires inextensibles, et vont assurer une stabilité à distance et améliorer la stabilisation active du poignet. Donc, c'est des éléments sur lesquels on peut agir en rééducation. Au niveau de la main, le fascia principal est l'aponévrose palmaire superficielle et ses expansions. Donc, elle est constituée de fibres prétendineuses en avant des tendons et qui vont se poursuivre sur les faces latérales des doigts. Également, des expansions vers la profondeur. Au niveau de l'arche métacarpienne, on va remarquer les fibres transversales de cette aponévrose palmaire superficielle et issues de ces fibres transversales à la partie profonde vont émerger des cloisons sagittales vers la profondeur et qui vont déterminer des zones des coulisses de passage également pour les tendons, et notamment les tendons des muscles interosseux et des muscles lombricaux avec les paquets vasculo-nerveux. Voilà, donc on a une zone d'aiguillage des tendons aussi au niveau de l'arche métacarpienne. Les fascias digitaux vont stabiliser la peau au plan profond, soit entre la peau et l'os, soit entre la peau et la gaine des fléchisseurs, ménageant ainsi des espaces qui vont laisser passer les paquets vasculo-nerveux jusqu'à l'extrémité des doigts. Ces fascias sont nommés, et ces ligaments sont nommés les ligaments de Cleland et Grayson. Ils se situent à la partie latérale des doigts. Le canal digital contient les tendons fléchisseurs des doigts et également les gaines synoviales qui permettent le glissement de ces tendons. Et ce système est contenu par les poulies digitales, ce sont des anneaux arciformes, fibreux, qui vont stabiliser les tendons contre les segments osseux, les différents segments osseux pour éviter l'effet corde d'arc. Donc les gaines synoviales décrites par Guimberteau comme système de glissement et système de nutrition des tendons. Donc on connaît mieux l'intimité de ces structures porte-vaisseaux et la chirurgie les respecte davantage, d'où la nécessité également très rapidement d'entretenir une pompe mécanique pour favoriser
la sécrétion et l'adaptation de ces structures synoviales pour conserver le glissement quand il y a des lésions au niveau des tendons. Les poulies, enfin, là aussi, sont des éléments mécaniques importants pour stabiliser les tendons contre l'os, éviter l'effet corde d'arc. Donc, on décrit les poulies A2 et A4 qui sont des poulies osseuses, qui sont très stables. Et les poulies A1, A3 et A5 qui s'insèrent en regard des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes, qui sont des poulies mobiles qui vont suivre le mouvement de la plaque palmaire. Les tendons au niveau du poignet ont une amplitude, ont une course assez importante. On décrit des courses tendineuses de 6 à 8 cm pour les fléchisseurs et de 5 à 7 cm pour les extenseurs. Les tendons fléchisseurs sont convergents vers le poignet, divergents dans la paume et les doigts convergent en flexion. Donc ces tendons ont un trajet relativement sinueux. Et au niveau du système extenseur, les tendons sont plats, plus grêles et rattachés, et souvent avec des connexions avec les structures voisines, et sont globalement divergents sur le dos de la main, accompagnant une divergence assez naturelle des doigts en extension. Alors, la rééducation au niveau des tendons et de ces structures de glissement est très importante dans la mesure où elle va permettre de limiter les risques d'adhérence. Donc, il s'agit d'une prise en charge précoce qui va s'adresser à ces différentes structures de manière à permettre à la fois une protection de la suture chirurgicale et un mouvement de glissement qui va prévenir ces adhérences. Donc, l'appareillage, c'est un appareillage spécifique, soit pour les tendons extenseurs ou les tendons fléchisseurs, mais qui va permettre une rééducation relativement immédiate. Alors, les unités myotendineuses, au niveau de la main, au niveau de l'avant-bras, ont plutôt une organisation longitudinale et au niveau de la main, les muscles intrinsèques, plutôt une organisation transversale. Donc, on va avoir de longues unités myotendineuses en provenance de l'avant-bras et avec un aspect morphologique qui est très diversifié. Chaque doigt bénéficie d'un équipement anatomique différent. Et on peut remarquer que les doigts les plus courts rattrapent leur brièveté par un équipement musculaire plus important. L'organisation motrice au niveau de la main, donc on l'a dit, avec un système extrinsèque au niveau de l'avant-bras et un système intrinsèque dans la main, tous ces muscles génèrent de la force au niveau de la main et l'intelligence des systèmes fait que si tous les muscles qui agissaient sur la main et étaient dans la main, on aurait une main difforme, on serait incapable de s'en servir, mais effectivement, la nécessité a fait que la force est rapportée au niveau de l'avant-bras par des muscles puissants. Et en fait, au niveau de la main, on a des petits muscles intelligents qui permettent à la fois de donner de l'indépendance, mais aussi la rotation qui est déterminante dans la qualité de l'appréhension distale. Donc, les muscles longs fléchisseurs bénéficient d'attaches puissantes au niveau de l'avant-bras et ils envoient de longs tendons avec une terminaison au niveau des doigts qui a été déjà bien décrite. Au niveau des tendons extenseurs, les muscles sont plus grêles, les tendons sont plats, ils ont des rapports anatomiques importants tout le long de leur trajet, ce qui leur donne une bonne stabilité. Si on compare les volumes au niveau de l'avant-bras, on voit que les volumes des muscles fléchisseurs sont beaucoup plus importants que les extenseurs, qui sont des muscles beaucoup plus grêles, avec des fléchisseurs qui sont 8 à 10 fois plus forts que les extenseurs. Et ce qui va, ce qui est logique par rapport à leur fonction, puisque les fléchisseurs sont des muscles puissants qui vont tenir la prise, qui vont être endurants dans le temps et résistants, alors que les extenseurs agissent par bouffée uniquement de façon rapide pour relâcher la prise. Donc, ça donne des orientations en rééducation, ce qui concerne les types de renforcement. On ne va pas renforcer les fléchisseurs comme on va le faire sur les extenseurs. Les muscles intrinsèques, donc leur particularité, c'est que ce sont des muscles courts avec une orientation plutôt transversale.
Ils sont indépendants des mouvements du poignet, donc ils laissent toujours une autonomie au mouvement des doigts, et ils représentent quand même 40% de la force de préhension. Il y a donc un équilibre entre les muscles intrinsèques et les muscles extrinsèques. Il va falloir veiller à rétablir après les atteintes au niveau de la main. Alors, les muscles interosseux sont des muscles courts, on voit, bipénés, avec une architecture bipénée. Ils ont une terminaison complexe et ils sont principalement, ces terminaisons bien décrites par Ruth Bonnell, et ils sont principalement stabilisateurs de la métacarpophalangienne, notamment dans l'orientation rotatoire des doigts et extenseurs des interphalangiennes. Ils se combinent avec le système extenseur pour assurer l'extension des doigts. Alors, sur ces préparations où on a enlevé les tendons extrinsèques, on voit ici que le volume des muscles intrinsèques se fait dans les 2/3 proximales de la paume de la main, et que finalement l'arche métacarpienne est dépourvue de corps musculaire et uniquement fibreuse. Donc on a deux arches, l'arche carpienne plutôt charnue à concavité distale et l'arche métacarpienne plutôt fibreuse à concavité proximale. Ici, sur cette préparation, en bas à droite, on voit qu'autour de l'axe anatomique de la main, le système intrinsèque se répartit un petit peu en éventail vers les doigts latéraux. Alors, plus que la typologie ou la morphologie des muscles, c'est l'architecture intime du muscle qui va nous donner une idée de la fonction. Alors, les caractéristiques architecturales des muscles, c'est la longueur du muscle, la longueur des fibres musculaires, ainsi que le rapport entre la longueur des fibres et la longueur du muscle, l'angle de pénation, la tranche de section et la masse du muscle. Donc, par exemple, si on compare les données architecturales de deux muscles fléchisseurs du poignet, on va avoir un muscle plutôt phasique, le flexor carpi radialis, avec des fibres longues et un angle de pénation peu marqué, alors que le flexor carpi ulnaris a plutôt des composantes stabilisatrices, plutôt un muscle tonique, avec des fibres courtes et un angle de pénation important. Donc, ce qui va orienter la rééducation, plutôt sur la stabilité pour le fléchisseur ulnaire, avec un renforcement plutôt statique, et plutôt vers la mobilité pour le flexor carpi radialis, avec un renforcement plutôt dynamique, ou une sollicitation plutôt dynamique. Alors, au niveau du membre supérieur, les chaînes musculaires permettent l'orientation de la main dans l'espace. Donc, les muscles sont construits en continuité de chaînes, et on rappellera que les chaînes élémentaires sont aussi les chaînes alimentaires, les chaînes d'extension, pronation, ouverture de la main, et de flexion, supination, fermeture de la main. Alors, on va retrouver des continuités anatomiques qu'on peut retrouver à la dissection, qui sont mobilisables au crochet et qui vont permettre de mettre en évidence les chaînes musculaires. C'est un travail que nous avons effectué au laboratoire d'anatomie de l'Université de Bordeaux. Au niveau de la main, on retrouve les arches de la main avec les arches carpiennes et métacarpiennes, les arches transverses, et puis des 5 arches longitudinales qui passent par chacun des rayons digitaux, et 4 arches obliques d'opposition. Ces arches vont décrire des structures courbes qui s'articulent autour de points clés, l'articulation trapézo-métacarpienne, l'articulation métacarpophalangienne de l'index et l'articulation carpo-métacarpienne du 5e rayon. Alors, issu de ce travail de dissection que nous avons effectué à Bordeaux, qui relève les continuités anatomiques longitudinales entre les différents muscles, et puis les connexions transverses, notamment avec l'architecture fibreuse. Et on va voir en fait que tous ces fascias, tout ce système de connexion entre les différentes chaînes musculaires va permettre de fermer et de boucler les chaînes musculaires au niveau de la main. Donc, c'est
Et c'est intéressant dans la rééducation d'utiliser, de connaître cette répartition des 8 chaînes musculaires qui sont la base de la motricité de la main, et pour solliciter de façon beaucoup plus spécifique les structures fibreuses de cohésion et qui sont également très proprioceptives. Alors, les principes en rééducation musculaire, du renforcement en chaîne selon les continuités anatomiques, avec les principes du muscle gâchette et du muscle cible, des techniques d'irradiation disto-proximale ou proximo-distale, ce qui va permettre d'améliorer la coordination intermusculaire et d'aborder très très tôt la proprioception autour de l'articulation par la sollicitation des relais fibreux entre les chaînes musculaires. Ici, quelques exemples d'exercices. Donc, en haut à gauche, renforcement de l'arche carpienne avec une irradiation sur le palmaris longus via le rétinaculum défléchisseur. En haut à droite, renforcement du fléchisseur ulnaire par irradiation de l'abducteur digitimus via une continuité anatomique qui passe par le pisiforme. En bas à gauche, renforcement de la chaîne de pronation. Et en bas à droite, renforcement de la chaîne dorsolatérale par irradiation du premier interosseux dorsal sur l'extenseur carpi radialis longus. Ici, des chaînes musculaires qui vont intéresser globalement le membre supérieur avec une chaîne de flexion-supination en haut à gauche et une chaîne d'extension-pronation qui sont les chaînes alimentaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Ceci pour poser un petit peu les bases sur une réflexion anatomique de nos techniques de rééducation qui évidemment demande de l'approfondissement et de l'expérience. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup pour votre présentation. Pour les personnes qui regardent en replay, du coup, elles pourront poser des questions et on essaiera de vous les transmettre par mail pour que vous puissiez y répondre. Okay. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au congrès, malgré tous les problèmes techniques qu'on a rencontrés aujourd'hui. C'est le métier qui rentre. Voilà, on va dire ça. Merci beaucoup en tout cas. Bravo à vous. Au revoir. Au revoir.